Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lejeune, acteur, comédien, humoriste, animateur de télévision, dramaturge. Et bien sûr, on l'a connu dans la classe. Moi, je me souviens de cette superbe émission animée par Fabrice et créée par Guy Lux. Passionné par les jeux de casino et les échecs comme moi, et le bridge. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe, merci. Vous avez la voix d'un joueur. Donc ça ne m'étonne pas que vous soyez passionné des jeux. Merci Olivier. Alors, pouvez-vous présenter votre parcours? Oh bah mon parcours c'est rapide, conservatoire national de Paris de théâtre, premier prix de comédie, et puis après j'ai tout de suite été dans le music hall, 2 millions 45 tours avec un duo avec Patrick Green, producteur Paul Lederman, toutes les grandes émissions, Thierry Leluron, les premières parties de Brassens, Moustaki, même Claude François, Balavoine, Mike Brandt. Et puis après, au bout de 11 ans de duo, je suis revenu à les premières amours qui est le théâtre, et j'ai joué depuis 1976, je vais dire une cinquantaine de pièces. J'ai pu jouer tous les plus grands rôles classiques. J'ai joué une dizaine de pièces que j'ai écrites et mises en scène. J'ai écrit pour beaucoup de personnes, que ce soit Michel Leb, Yves Lecoq, Patrick Sébastien. Voilà, à la classe, en effet, vous en parliez. J'étais celui qui écrivait le plus de sketchs. Dès que plus personne n'avait de sketch, on dit tiens Olivier c'est un gros bosseur, donc j'ai écrit aussi bien pour la Gaffe, Picard, Las Palais Chevalier, Mimi Mati, etc. Voilà. Donc ça a été. Puis après, j'ai eu ma période télé, donc le petit théâtre de Bouvard, il y a eu la classe, 5 ans en Belgique, animateur vedette d'une émission qui s'appelait Bon Week-end, une fois par semaine, 1 heure. Après, je suis allé en Suisse, 2 ans pour un show sur la RTS, Radio-Télévision Suisse Romande. Et puis, le jeunisme a fait qu'on dit, écoutez, maintenant, voilà, place aux animateurs les plus jeunes. Et du coup, j'ai eu enfin le temps, parce que toute mon énergie créatrice a été aspirée par tout ce que j'ai écrit pour la télé. C'était vraiment énorme. Des séries et autres. Et là, à partir donc de 2002, j'ai pu enfin être libéré je dirais, des chaînes de la télé, de la pression que ça me mettait, de jouer et d'écrire ma première pièce de théâtre, Tout bascule. Et encore une fois, la bonne étoile était là. Et ça a été un énorme succès puisqu'on a fait à Paris 1200 représentations. Elle a été remontée 4 fois. J'ai été la mettre en scène en Italie, en Espagne. Donc voilà, cette pièce a été C'est marrant parce que vous savez, quand on dit au jeu la chance du débutant, j'ai eu cette chance dans tout ce que j'ai fait. Mon premier disque, 2 millions. Ma première pièce en tant qu'auteur, 1200 représentations, 2 captations télé. Mon premier jeu de société, on va en parler du remake, le jeu du président, presque 200 000 boîtes. Donc voilà, j'ai une bonne étoile et voilà, j'essaye de continuer à en profiter. Puis depuis que j'ai écrit des pièces, je continue. Là, j'ai joué récemment une pièce de Sacha Guitry, le roman d'un tricheur, mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt, et puis du Robert Lamoureux 2-3 fois. Et puis là, je prépare une nouvelle pièce pour 2023 que j'ai écrite, qui s'appelle Un culot monstre, que je jouerai avec Michel Guidoni, Julie Arnold, entre autres. Et sinon, je vais commencer à Paris, là, dans un mois, même pas, au Théâtre de Passy, à Sacha Guitry inédit. Je suis tombé fou amoureux d'un texte qui s'appelle 60 jours de prison, où Sacha Guitry raconte comment on est venu l'arrêter chez lui le 23 juillet 1944. On l'a traité de collabo, il a failli être fusillé, et il raconte ça avec une ironie et un humour comme lui seul peut le faire. Et donc ça n'avait jamais été porté au théâtre, et j'ai eu les droits, j'ai travaillé une adaptation, et voilà. Donc ça, grosso modo. Et puis alors en ce moment, je pense qu'on va en parler, il y a ce nouveau jeu qui est un remake de celui de 1975, mais un remake beaucoup plus corrosif, acide, comique, dirons-nous. Alors, Olivier, où vous trouvez toute cette imagination, toute cette création, toute cette créativité? Comment elle se met en place? Par l'air du temps, des faits divers? Comment ça se met en place? Non, mais je crois que je suis tombé dans la marmite petit, j'ai toujours été très créatif. Déjà, à l'âge de 5-6 ans, j'écrivais des petites pièces pour mes copains du CM1. Après, au lycée Pasteur, j'ai monté un club de théâtre. Ma première mise en scène à 16 ans, l'Apollon de Bellac de Jean Giraudoux. J'ai gardé le programme. Il y avait Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Marianne Chazelle, toute cette troupe du Splendide. Pourquoi je ne les ai pas suivis? Parce que mon père, qui était juriste, m'a dit si tu veux faire du théâtre, il faut que tu fasses une école nationale.
Et donc j'étais reçu au conservatoire. Donc du coup tous mes potes m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire au conservatoire? Viens donc au café théâtre. Eh ben non, je vais aller au conservatoire. Sinon j'aurais fait partie de la troupe du Splendide. Et voilà, non, ben la créativité, vous savez, je crois que c'est un muscle. Et j'ai toujours été presque même boulimique et hyperactif. C'est-à-dire que même Guy Lux me disait, ben écoute, je crois que tu es dans la jeune génération, j'ai l'impression de le voir. Tu as toujours une idée à la seconde, que ce soit une idée de jeu. J'ai fait des jeux télé, une idée de scénar, une idée de livre. C'est le temps qui me manque, c'est le temps, le temps, le temps. Donc, et je ne sais pas dire non. Donc ça pousse à la créativité. J'ai un one-man show que je balade aussi en ce moment, qui s'appelle Et c'est tellement vrai. Je traite, là j'étais il y a 2 jours à Perpignan, c'était super, je me suis régalé. Non, j'aime bien alterner les genres, aussi bien que ce soit le théâtre sérieux, faire des mises en scène. Là, en ce moment, il y a Patrick Sébastien, louis16.fr, une pièce formidable. Je suis très copain avec Patrick, ça fait 35-40 ans qu'il a été fidèle en amitié, qui va donner toutes ses pièces à mettre en scène. Là, j'ai une autre pièce que j'ai mise en scène qui est sur les routes en ce moment aussi, qui s'appelle Des larmes de crocodile avec Popek et Jill Manson, entre autres. Donc, voilà, là, en ce moment, il y a Michel Leb qui m'a appelé il y a 2 jours pour me dire est-ce que tu peux me donner un coup de main pour mon prochain one-man show. Voilà, donc maintenant, il faut que j'apprenne à dire peut-être ou non. Parce que je dis oui, toutes les nouvelles aventures, mais c'est épuisant, parce qu'après, quand vous avez tout en même temps, bah, il faut fournir. Je crois que c'est, quand on a l'esprit créatif, c'est pas moi, la panne d'inspiration, je l'ai jamais eu. Vraiment, la page blanche, quand je dois écrire une pièce ou quelque chose, non, c'est le temps qui me manque. Voilà, c'est simplement mon problème, c'est le temps. Voilà, donnez-moi du temps, Philippe. Ah bah oui, 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 on va aller chercher le marchand du temps, il n'y a pas de souci. Au niveau cinéma, vous avez joué également dans Rabbi Jacob. Oh là là, oui, jouer. Une phrase. Si vous éternuez au moment où je passe, vous ne me voyez pas. Mais ça a été une rencontre formidable, une expérience de jeune comédien. J'étais au conservatoire, on est venu me chercher pour faire le témoin de mariage dans le film de Xavier Gélin, qui était un ami très cher. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ça passe, on dit, mais dis donc, c'est pas toi, là, au moment du mariage, d'après l'hélicoptère, mais surtout, j'ai loupé, on a des loupés dans une carrière. À un moment, on n'était plus que 2 pour la soupe aux choux, puisque j'avais rencontré donc De Funès sur le tournage de Rabbi Jacob, et 200 comédiens, et on reste plus que 2, parce que je correspondais physiquement, j'étais beaucoup plus mince que je le suis maintenant, je correspondais vraiment au personnage écrit par René Fallet dans La soupe aux choux, qui était une espèce de grande asperge, donc j'avais bien travaillé mon... Et puis pendant une semaine, c'était ou l'un ou l'autre qui tenait la tête. J'allais voir De Funès, j'allais voir Jean Giraud, le metteur en scène, j'allais voir Christian Fechner, le réalisateur. On a fait des essais, puis bien sûr, le choix s'est porté sur Jacques. Mais c'est vrai que par moment dans votre carrière, comme ça, quand vous êtes en balance sur des choses si importantes, voilà. Mais après, bon, il n'y a pas eu d'amertume. Puisque je suis joueur, très bon joueur, et puis j'ai félicité Jacques et il était formidable dans le film. Comment il était, Louis de Funès? Écoutez, moi, j'ai vu très peu. Hein. Le bruit court qu'il n'était pas facile de caractère. C'était, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, c'était un très grand professionnel. Puis c'est quelqu'un qui avait bouffé de la vache enragée. Hein. Il était pianiste et qui a commencé à percer à 55 ans. Donc, peut-être qu'il avait une certaine revanche à prendre sur la vie. On a dit qu'il faisait couper les gens qui faisaient rire plus que lui, c'est faux. Ça, c'est vraiment dans les légendes, les mauvaises rumeurs. C'était bon. Maintenant, je suis resté très copain avec son petit-fils Laurent, le fils d'Olivier. C'est drôle parce que je retrouve des ressemblances, des façons de parler. Moi, il me fait pisser de rire. Oscar, quand il se tire le nez, et le boutonneux et tout. Mais c'était un grand comique parce qu'en même temps, c'est ce côté méchant avec les faibles, les gentils et humbles et veules avec c'est vraiment, je sais pas, il a inventé un style, hein, de Funès. Et c'était un grand mime. Patrick Sébastien m'a dit, c'est vrai, il m'a fait remarquer, il m'a dit que tous les rôles que De Funès jouait, il les mimait avant d'apprendre le texte. Et c'est pour ça que, gestuel, il était très expressif. Son corps disait le texte à sa place. Et après, il y avait le texte. Mais vraiment, puis alors toutes ces mimiques, puis il était servi par des scénarios écrits cousus main. Moi, j'ai vu
Je l'ai vu au théâtre, dans Oscar, la pièce, au théâtre du Palais Royal. Avant même qu'il entre en scène, on l'entendait bougonner dans les coulisses et les gens étaient pliés en deux. Donc, vous voyez, ça fait rire une salle en n'étant même pas en scène. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est clair, que de souvenirs. Au niveau de l'aspect humoriste, j'aimerais qu'on revienne dessus. Faire rire les gens, c'est pas facile quelque part. C'est pas facile. Ben non, nous on dit que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Non, c'est une question d'état d'esprit. Après, il y a une façon de le vendre. Je pense que le rire, comme disait Guitry, c'est extraordinaire. Guitry disait le rire est une chose trop sérieuse pour le confier à des comiques. Je pense que le rire, c'est une sorte de mécanique. Hein. Il y a des choses. Souvent, les comédiens, bon, quand j'ai écrit par chance des pièces qui ont très bien marché, me disent mais comment tu savais que ça les fait rire? Bah, je dis en fait, quand j'écris quelque chose, tout d'un coup, si j'arrive à me surprendre, c'est quoi le rire? Le rire, c'est une surprise. Le rire, c'est un réflexe. C'est comme si vous preniez un coup de poing dans le plexus et vous exhalez de l'air et de l'air, cet air, c'est du rire. Donc, il faut surprendre. Si on arrive à faire rire avec des images, c'est beaucoup plus fort que de faire rire avec des jeux de mots ou faire rire avec des idées, c'est le grand pied pour un auteur. Donc, d'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait que le calembour était la fiente de l'esprit. Que de temps en temps, il y a un petit calembour. Mais tous ceux qui, bon, à part Raymond DeVos, celui qui jouait sur les mots, mais il a inventé aussi son style. Je pense que maintenant, quelqu'un qui ferait du Raymond DeVos, non. Donc, non, faire rire, ben, on sent les choses. On sent les choses. Il faut vous-même être surpris. Si vous tombez dans une logique, vous savez, il y a des gens qui vous font une idée, puis après qui vont la décliner, ou qui vont aller jusqu'au bout. L'élégance du rire, c'est quand on a une bonne idée, c'est de ne pas les tirer comme une guimauve. Ça, c'est un défaut que certains ont. D'accord, il y a un bon filon, et puis on va jusqu'au bout du filon. Non, on extrait les premiers diamants, et puis après, on passe à d'autres diamants. Voilà, ne jamais lasser le public. C'est une question de rythme, une question de surprise. Ben voilà, moi, je pourrais parler des heures sur le rire. Hein. J'ai fait des conférences, d'ailleurs, sur le rire. Et en plus, on parle du rire. Vous avez eu le prix Fernand Reynaud, je crois. Ah, bah c'était mon idole quand j'étais petit. J'avais deux idoles. Sacha Guitry quand je suis arrivé à 14-15 ans et quand j'avais 7-8 ans, Fernand Reynaud. J'étais en sanatorium, j'ai eu des problèmes avec mes poumons quand j'étais jeune et j'écoutais, c'était ma récompense de la journée des soins. J'avais mon vieux, oh là, là attendez, voilà, je suis dans une voiture, je voudrais pas avoir un accident de voiture. Et Fernand Reynaud, c'était, oh là là, j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Thierry Leluron dans une émission. Et rencontrer son idole de jeunesse, c'était, il était merveilleux. Il avait un caractère, vous parliez de caractère tout à l'heure. Lui, sur scène, il était difficile, il était irascible. Le moindre bruit, les papiers de bonbons. Moi, je l'ai vu. C'est horrible d'ailleurs. Les gens qui vendaient des bonbons avec des papiers qui font du bruit, alors qu'il y a des comédiens sur scène, ceux-là, on devrait les fusiller. Parce que c'est vraiment, ça met les nerfs du comédien sur scène. Et j'ai vu Fernand Reynaud quitter la scène à cause des gens. Car les gens, vous savez, quand ils font des bonbons, ils veulent que ça fasse le moins de bruit possible. Donc ça dure des heures. Ils tirent le bonbon tranquillement. Et quand vous êtes sur scène, c'est comme si vous mettez un poignard dans le cœur. Ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est tout à fait juste. Fernand Reynaud, en plus, bon, moi je me souviens d'un film où il était avec Jean Poiret, je crois. Alors je me rappelle plus du titre exactement, mais il jouait son propre rôle. Il y avait une doublure. Oui. Ben, c'est pas moi, c'est l'autre, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être, en effet. Un film en noir et blanc, super, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, revenons au jeu du président. Essayez de nous planter le décor par rapport à ce jeu. Alors, il y a les 6 partis politiques, je dirais, les plus reconnus qui vont participer à cette course présidentielle. Chaque joueur défend les couleurs d'un parti. Il y a bien sûr des caricatures sur la boîte parce que c'est pour faire un petit peu personnaliser ceux qui vont être dans la course, que ce soit Monsieur Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et autres. Donc, on prend les couleurs d'un parti. Et comme pour les vraies présidentielles, il y a un premier tour, on part à la conquête de la France, de tous les départements. Chaque département a un quota de voix qu'il faut, je dirais, convaincre, gagner. Alors, on les gagne avec des dés, on les gagne. Il y a 3 jeux de cartes possibles.
3 jeux de 60 cartes. Il y a un jeu de défi quand on va défier son adversaire avec des épreuves interactives entre les joueurs. Et il y a un jeu qui est un peu comme les billets du Monopoly où qui figure le nombre de voix que vous gagnez. Et puis il y a un jeu de bonus-malus avec on reconnaît les 10 dernières années de scandale politique. Il n'y a aucun nom, mais on reconnaît qui ça vise. Donc ils y passent tous, hein, ils sont tous là, mais sans être nommés. Donc je pense que ce jeu est à la fois au point de vue stratégie, puisque vous aussi vous êtes joueur, amusant parce qu'il y a une vraie stratégie d'aller défier au bon moment, de savoir à quel département s'attaquer. Et puis après il y a le deuxième tour, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, elle avec les alliances et les trahisons entre les joueurs. Et puis on a la finale avec la majorité relative. Donc voilà, c'est très proche de la vraie mécanique, avec en même temps très proche aussi des réalités, avec des scandales, des fausses promesses, des coups de théâtre. Voilà, donc déjà, il y a pas mal de copains politiciens qui s'y intéressent fortement, donc ça me fait chaud au cœur, et vraiment on s'amuse quoi. Le but du jeu, c'est de passer 1 heure de rigolade en se prenant pas au sérieux, alors que les autres, ils vont vraiment passer au sérieux. Hein. Et comment vous est venue cette idée du jeu du président ? Parce que le mot président m'a toujours porté bonheur. Pour pourrir, Monsieur le Président, le titre de mon premier 45 tours, 2 millions de 45 tours. Après, j'ai fait un jeu du président déjà en 75 chez Lafon, Robert Laffont, qui a été un gros succès. Donc là aussi, gros succès. Après, j'ai écrit une pièce, Le bouffon du président, qui a été joué par Michel Guidoni, entre autres, Cécile de Minibus, Franck de la Personne, au Théâtre des Variétés, gros succès. Donc dès qu'il y a le mot président, bon, j'ai passé le camembert, hein, mais je regrette parce que j'aurais gagné aussi encore un peu de sous. Et donc voilà. Donc pour moi, président, c'est une fonction que j'adore. J'aurais aimé être président. Je suis président de quelques académies, mais président de la République, c'est merveilleux. Non, vous savez, c'est le côté chansonnier aussi, hein. J'ai eu le prix des jeunes chansonniers en 72, adoubé par mes pères qui étaient les grands chansonniers de l'époque, Robert Roca, Jacques Grélot, son nom m'échappe, Maurice Sorgue, et puis voilà, donc c'était le théâtre de 10 heures, c'est là où j'ai démarré, et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Thierry Leluron pour la première fois. Donc voilà, c'est ça, c'est tout. J'essaie toujours de trouver des idées où personne ne s'est infiltré. En fait, même chose dans les pièces. Pourquoi j'ai des pièces qui ont très très bien marché? Parce que j'essaie toujours d'être novateur et surtout de ne jamais copier ce qui a été fait. J'ai été pas mal copié, je pourrais citer des noms. J'ai fait 2-3 procès. Il y en a certains que j'ai gagnés, d'autres j'ai été débouté parce que c'est très dur de faire reconnaître sa paternité sur des... Mais voilà, donc... Et là, si vous saviez ce que j'ai encore dans la tête comme chose que j'ai envie de créer, mais bon, maintenant, il faut que je prenne du temps et voilà, donc les journées sont trop courtes. Comment ça se passe en fait? Olivier Lejeune, il a un petit carnet le soir près de son lit et puis il se réveille en sursaut et puis il se dit ah tiens j'ai une bonne idée, je note. Voilà, oui, ça m'arrive, j'ai le dictaphone sur la table de nuit, bonne question. Et alors certaines fois je me dis non, ça je m'en souviendrai demain matin. Et c'est l'horreur. Parce que pourtant dans la nuit je me dis mais ça tu vas t'en souvenir, oui, tu promets tu vas t'en souvenir, oui. Et puis en plus j'ai une bonne mémoire, j'ai écrit des livres sur la mémoire, hein. J'ai une méthode mnémotechnique, j'ai fait des démonstrations à la télé, des livres chez Hachette, mémoire d'éléphant, mémoire au top, je donne des cours de mémoire, maintenant aussi par internet, j'ai une école en Suisse depuis 22 ans, vous voyez quand je vous dis que je fais beaucoup de choses, donc la mnémotechnique, là je donne aussi des séminaires pour des comédiens via l'AFDAS avec Pôle emploi, donc comment mémoriser très vite plein de choses, donc j'ai trop confiance dans ma mémoire la nuit et le matin en me réveillant, c'est le désespoir. Combien de fois, mais en revanche, j'étais hilar la nuit, je dictais des choses, mais ça c'est... Et puis j'écoutais le lendemain, j'étais atterré de la nullité des choses que j'avais trouvées drôles la nuit. Philippe, il faut que je vous quitte là. Tout à fait, mais on a terminé Olivier, donc il n'y a pas de souci. Alors, merci d'avoir prêté vos propos aux experts, c'était enrichissant, captivant. Merci à vous en tout cas de m'avoir prêté. Et puis, alors je sais que vous avez une tradition, une petite question à la fin, posez-la moi. Oui, tout à fait. Alors, comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens, Olivier? Je dirais très agréable parce que
D'abord, vous avez une très bonne écoute, vous savez mettre le doigt, vous savez bien rebondir, et donc vous avez rempli votre rôle, même si j'ai parlé plus que vous. Merci à vous en tout cas. Ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. Philippe. Avec grand bonheur. Vous aussi, si vous voulez être interviewé dans Les Experts, vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Partagez cette interview, laissez des commentaires, laissez également effectivement des étoiles sur Apple Podcast et faites le maximum pour que justement cette interview soit connue par le plus grand monde. Merci à vous et je vous dis à demain avec un nouvel invité. C'était Les Experts.